On peut aussi faire revivre, entre guillemets, quelqu'un de décédé avec ses propres paroles. Et là, ça pose aussi des questions éthiques sur qu'est-ce qu'on en fait de ces objets dans la société, hein. La technologie des transformers actuellement qui est en train d'être une vraie rupture sur le traitement automatique des langues, qui donne une capacité d'innovation du langage qu'on n'avait pas avant. Eh bien, demain, ce sera peut-être les émotions qu'on aura mieux interprétées et qui vont venir modifier encore les choses. Comment réagir face aux intelligences artificielles qui semblent aujourd'hui aussi humaines que les humains ? Laurence De Villers est chercheuse au CNRS, professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'informatique appliquée aux sciences sociales, auteure notamment du livre « Les robots émotionnels » ou encore « Des robots et des hommes ». Dans cette interview, on va parler d'éthique, de confusion entre le réel et l'artificiel, et aussi de nudge, cette influence invisible que peuvent exercer les robots sous toutes leurs formes. Un entretien enregistré en 2021 qui prend tout son sens aujourd'hui après l'apparition des intelligences artificielles génératives. Bonjour Laurence De Villers. Bonjour Jérôme. Vous êtes professeure à la Sorbonne, chercheuse en IA au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont Les robots émotionnels et puis Des robots et des hommes. Donc les robots, ça commence à devenir quand même sérieux, une réalité. Bon, on va pas forcément parler de l'aspect mécanique, c'est plus la personnalité des robots sur laquelle vous travaillez, vous. Oui, je travaille beaucoup en fait sur le langage de ces machines. Alors vous avez raison, que ce soit sur Siri ou Google Home ou sous Sophia, qui est un robot humanoïde, on va trouver des systèmes de dialogue, des agents conversationnels qui sont implémentés dans ces systèmes. Alors évidemment, quand ils sont situés dans un robot, le robot peut dire « je prends ça », il faut savoir ce que c'est que ce « ça », parce qu'il est donc contextualisé dans notre environnement. Mais à part cette idée de multimodalité et de contexte, ce sont des systèmes qui sont proches. On a fait d'énormes progrès en fait sur le traitement automatique des langues, sur la génération de langage, et avec des milliards de données, il y a des systèmes qui sont préentraînés, qui comprennent rien, mais qui sont capables d'interpréter quand même sémantiquement beaucoup d'informations. Par exemple ? Par exemple, ils vont pouvoir répondre presque comme un humain à une question donnée parce que ils auront mouliné Wikipédia plus d'énormes corpus de conversation. Et Google avait proposé un système comme ça qui s'appelle Lambda et qui est assez phénoménal parce que la réponse peut être effectivement très affûtée. C'est probablement aussi une parole inédite, c'est-à-dire que c'est comme un puzzle. Il s'arrange pour faire des phrases les plus appropriées et peut-être avec des mots qu'un humain n'aurait pas prononcés ensemble. Donc on peut être aussi trouver ça extraordinaire. Oui, c'est d'ailleurs effectivement quand on a un peu un penchant pour la tech, on a tendance à être séduit par ce genre d'innovation. Voilà, donc tout le monde fantasme. Alors ceux qui font de la tech parce qu'ils trouvent ça fabuleux d'aller jusque-là, et les personnes qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont pas trop d'expertise dans le domaine, eh bien sont aussi très impressionnées. Donc je dirais que c'est en cela aussi qu'on doit parler d'éthique et qu'on doit ramener finalement aux capacités réelles de ces machines qui certes sont capables de produire des phrases inédites, peut-être fort à propos, mais ce sont des phrases qui ne sont pas pensées telle qu'une pensée humaine, c'est une pensée calculante, c'est un algorithme qui décide de l'agencement des mots à partir de modèles qu'il a appris, sur évidemment des conversations qu'on a prononcées, que des humains ont prononcées. Donc ça ne correspond pas non plus à un seul humain, donc c'est un mélange. Et puis, quid du problème de culture, c'est un mélange de beaucoup de conversations différentes. Et là, quand vous dites on personnalise, ça devient très difficile en fait. Donc si je prends un modèle générique, la personnalisation va être très étrange quelque part. Alors quand on essaye par contre de faire un jumeau numérique, c'est-à-dire de prendre que les données de quelqu'un et d'essayer d'adapter un système comme ça pour avoir des compréhensions un peu plus fines de l'environnement, on va pouvoir quand même générer des choses assez impressionnantes qui vont nous laisser penser que c'est cette personne qui parle. Donc on peut comme ça prendre la posture de quelqu'un d'autre. Donc là, on va dire que c'est l'usurpation. Donc il y aura des problèmes juridiques à gérer et je crois que c'est déjà le cas. Mais ça permet de faire des escroqueries, des arnaques, des choses comme ça. Et on peut aussi faire revivre, entre guillemets, quelqu'un de décédé avec ses propres paroles. Et là, ça pose aussi des questions éthiques sur qu'est-ce qu'on en fait de ces objets dans la société, quelle place vont-ils avoir ?
Je crois que Microsoft a déposé un brevet pour un chatbot qui permet de communiquer avec ses proches décédés. En fait, c'est jumeaux numériques, c'est la même chose, que ce soit des personnes vivantes ou pas. À partir des données de quelqu'un, la tessiture de sa voix, on va lui donner la personnalité, entre guillemets, c'est-à-dire la façon de parler et puis le ton de la voix. Et peut-être des effets de langage qu'avait cette personne. Voilà. Et par contre, c'est un leurre. Là, évidemment, la machine ne fait que calculer et reproduire. Alors même si de temps en temps c'est de la parole inédite, c'est une parole inhumaine. C'est peut-être une parole qui n'est pas prononcée par un humain, donc il n'y a pas de responsabilité de ce qui est dit. Et puis il n'y a pas de conscience de ce qui est dit et de ressenti de ce qui est dit. Bon, c'est totalement fake, si on veut. Ouais. C'est une fake empathie, une fake personnalité. Et je crois qu'il faut vraiment attirer l'attention sur le fait qu'on peut parler comme ça et avoir l'air de parler là, avec quelqu'un de proche. Et puis en fait, on parle avec quelque chose de vide. Mais alors, et selon vous, c'est un problème, ça ? Alors, pas forcément. Le problème vient de si on en devenait dépendant, par exemple, ou si on passait plus de temps avec des objets comme ça que dans le monde réel, avec des vraies personnes autour de vous qui ont besoin de vous, par exemple. Est-ce qu'on va s'attacher avec ces systèmes de façon étrange parce que comme ça, on n'est plus jamais seul. Est-ce que ce sera des anges gardiens, je ne sais quoi. Donc, on voit arriver quand même, se profiler à l'horizon, pas mal d'idées pour une économie forte autour de ces sujets, comme aller capturer les données de quelqu'un juste avant qu'il décède, donc ce que j'ai trouvé aussi particulièrement difficile à entendre. Donc on va voir arriver donc un marché autour de cette immortalité artificielle, parce qu'effectivement, il n'y a pas du tout de vivant dans tout cela. C'était un vieux thème de science-fiction, de transférer son esprit dans un outil numérique pour pouvoir bien au moins donner l'impression à ses proches qu'on continue à vivre. Oui, si vous avez raison de le dire, c'est donner l'impression à ses proches. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est absolument pas une recopie du cerveau avec la prétention qu'ils vivent. Alors ça, c'est la partie un peu, je dirais, incroyable, enfin spectaculaire de la chose. Mais vous travaillez sur des choses très, très, très concrètes face à ces problématiques. Vous êtes l'auteur tout récemment d'un rapport sur les chatbots et l'éthique. Qu'est-ce que vous soulignez précisément dans ce rapport ? Alors, on l'a rendu donc au Premier ministre le 9 novembre, là, récemment. C'était une de saisines du Premier ministre. Il y avait la voiture autonome, les chatbots et l'aide à la décision médicale, pour lequel ce comité national pilote d'éthique du numérique a beaucoup travaillé. On a rendu donc un avis qui met en avant les tensions éthiques. Les tensions entre liberté et surveillance, les tensions entre transparence et sécurité, avec 8 thèmes, 8 usages, par exemple, en se questionnant, par exemple, sur le statut de ces machines. Quand vous dites on les personnifie, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Elles ont un nom, une personnalité, elles prétendent cela. Est-ce qu'un jour, elles auront une personnalité juridique ? Justement. Il faut absolument pas arriver à cela, puisqu'elles sont vides. Elles dépendent forcément de concepteurs. Et donc, il ne faut pas confondre du tout la personnalité, les droits et les devoirs du citoyen et donner une citoyenneté à ces machines. Leur identité, elles disent je suis là pour toi, je suis triste pour toi. Donc, à travers cela, il y a le risque, effectivement, de tomber en dépendance, ou en tout cas, même si on sait que c'est une machine, finalement, de trouver que l'interaction nous rassure, nous permet de peut-être d'élaborer. Alors, dans certains cas, c'est très utile. C'est ça qu'il faut comprendre. Je l'ai vu utiliser, par exemple, des systèmes comme cela pour des gens qui avaient subi des drames, que ce soit viol ou que ce soit des soldats qui revenaient du front, et ils arrivaient à élaborer leur souffrance et leur douleur avec ces machines qui répondent parce qu'elles n'ont pas de jugement. Parce qu'elles sont vides, justement, en connaissance de cause. Mais maintenant, est-ce que c'est pas un leurre lorsque on va passer, je sais pas, X heures dans la journée à parler à quelque chose de vide ? C'est-à-dire qu'il vous amènera pas forcément à à comprendre mieux, à créer mieux, et puis en tout cas aucune solidarité avec le reste du monde. Donc il faut faire attention à ça. Et on parle beaucoup de manipulation. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le travail aussi, si on est accompagné de ces objets autour de nous, qui de plus en plus vont interagir avec nous, être notre mémoire. Qu'est-ce que ça va comme effet secondaire, ça, ou comme effet à long terme ? Est-ce qu'on va perdre la mémoire ? Une partie de notre mémoire. On l'a pas déjà un petit peu perdu avec les smartphones ? Je pense que si. Personne n'a plus 100 numéros de téléphone dans les têtes, comme on pouvait l'avoir lorsqu'on n'avait pas de smartphone. On en a 1, 2, 5, tout cassé. Alors, on voit bien qu'il y a des effets à long terme. Et cette dépendance, finalement, est-elle
est-elle anticipée? Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire? Je crois que ça va très vite et que les lois vont aussi plutôt plus lentement. Donc, on n'a pas de loi pour nous préserver. Donc, l'éthique, si vous voulez, c'est une science pour raisonner autour de tout ça, pour comprendre justement, est-ce qu'il y a des valeurs comme la dignité de l'homme ou comme ses droits, sa liberté qui sont mis à mal en fait par ces systèmes qui viennent vous susurrer quoi faire, avec qui, comment. Et j'ai l'impression que c'est une course. Quand on entend parler du métavers, c'est-à-dire de cet univers inversé, virtuel, digital, comme un Second Life, comme un jeu vidéo, tout à fait. eh bien, qu'est-ce qu'on va comprendre? Je crois qu'il y a une asymétrie forte entre ce que comprennent les usagers de ces systèmes, réseaux sociaux ou chatbots, et la réalité du système. Les savoirs et les pouvoirs des humains sont très faibles par rapport à ce qui est déclenché par ailleurs, par ces systèmes. Donc je pense qu'il est d'urgence de construire des normes, de construire des outils. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Des lois, des règlements, des normes? Alors les lois, donc c'est évidemment, on a besoin de certaines lois, mais on a besoin aussi que le terreau d'industriels se rende compte des risques, des bénéfices bien entendu, mais des risques aussi que ces systèmes peuvent engendrer pour les plus jeunes, pour les plus vulnérables, et puis aussi parce qu'on risque d'utiliser ces outils beaucoup sur le temps long et que ça peut changer nos comportements, notre vision du monde. Donc en cela, on a besoin d'anticiper, de comprendre, de mieux, en tout cas préparer, je dirais, les futures générations et puis toute la société à mieux interagir en conscience, en fait, en tout cas de la manipulation de ces systèmes. Ça fait longtemps qu'on s'interroge sur la personnalité qu'il faut donner ou pas à des robots oui. Et du coup le type de relation qu'on va avoir avec ces robots. Vous faites partie de ceux qui disent il faut qu'une machine puisse avoir l'air humaine, y compris au niveau affectif, ou au contraire, il faut que ça reste très brut et qu'on sache tout le temps que c'est une machine? Alors, je pense qu'il faut qu'on sache tout le temps que c'est une machine. Ça, il y a une loi en Californie, par exemple, qui en avance sur nous et qui propose cela pour, en tout cas, les robots, les chatbots commerciaux. Ensuite, je pense que il faut pas interdire que ces machines soient personnalisées, mais il faut comprendre qu'il y a une proportionnalité à donner. C'est-à-dire qu'en fait, les doter d'émotions, il faut qu'il y ait un but compris par la société aussi, que ce soit pas des leurs. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas avec des objets. Je vais reprendre le métavers, des humains qui sont derrière les avatars, et puis aussi des agents qui sont des machines et qui prétendraient être des humains. Oui, c'est-à-dire que demain, on va pas débusquer. Ouais, demain dans le métavers, on ne sait pas à qui on parle. Ouais. Mais c'est déjà un peu le cas sur certaines applications, des applis de rencontres ou autres. Je suis tout à fait d'accord. Donc dans cet avis, en tout cas qu'on a rendu, on a dit il y a des questions éthiques relatives aux usages, il y a des principes éthiques de conception. Donc on s'adresse aux concepteurs sur les biais, les non-discriminations, mais sur la manipulation, le nudge et sur l'affectif, la transparence, jusqu'où on peut aller suivant les tâches en conscience. Et puis on a aussi des principes et des encouragements à des questions de recherche sur le temps long, sur l'explicabilité de ces systèmes. Parce que on va très vite dans l'utilisation, mais on n'est pas tant avancé que cela dans l'observation en fait des comportements des gens face à ces machines. Et quand je monte cette chaire qui s'appelle Human Machine Affective Interaction and Ethics, c'est pour regarder le comportement des gens devant des machines que je sais modéliser, que je modélise de différentes manières pour comprendre comment la personne en face réalise ce qui se passe, et je me rends compte qu'on réalise très peu. Qu'est-ce que vous avez constaté par exemple ? Par exemple, on a fait un jeu avec des enfants, on va refaire ça au Collège des Bernardins, des interactions avec une machine par la parole. Donc on avait mis un robot, un chatbot comme un Google Home qui est désossé, on fait passer du son à travers, et puis une personne réelle qui vous pose les mêmes questions. Pour les enfants, on a fait des questions autour d'un jeu, un jeu d'altruisme. On vous donne des billes, le robot vous donnait des billes. Il disait combien t'en gardes pour toi, combien tu en donnes aux autres. Et derrière, il y avait tout un dialogue aussi pour comprendre comment l'enfant s'alignait avec la machine. Et les robots, comme le chatbot, ont plus facilement fait changer d'avis les enfants. C'est-à-dire nudger. Le nudge, là, était très simple. C'était, le robot disait, moi, j'aurais pris plus. Ou j'aurais fait autrement. Ou les autres, tes petits copains, ils ont fait autrement. Et donc, par l'influence de ce qu'avaient fait les autres, ou ce que la machine prétendait être mieux de faire, les enfants ont changé d'avis. Alors qu'ils n'ont pas changé d'avis avec l'humain.
Donc c'est un constat, il faut Incroyable. qu'on s'en serve, il faut qu'on essaie de comprendre un peu mieux. Donc là, on va faire un test aussi au Collège des Bernardins sur un sujet là lié à l'écologie. Mais dans le cas présent, l'expérience que vous citez, c'est dû à quoi selon vous? C'est que la machine a exploité plus de ficelles Je pense que c'est lié à beaucoup de choses. Hein. C'est lié déjà à l'enfance qui arrive un peu créative vis-à-vis de cela. Donc ils jouent aussi avec ces robots. Hein. Donc il faut prendre avec mesure en fait. C'est une tendance ce que je donne. Il faudrait le refaire ce genre d'expérience. D'abord sur du temps long, c'est-à-dire en fait que les enfants soient habitués à être devant des robots, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis en regardant toutes les variables autour. Donc on a vu cette tendance, maintenant on ira plus loin pour essayer de débusquer est-ce qu'il y a un réel risque ou pas à être trop confronté à des machines. Mais quand on entend effectivement l'addiction aux jeux vidéo et le fait que les enfants finalement réagissent à un moment donné sont pris par le jeu et oublient totalement le quotidien et finalement peuvent y passer 7 heures ou beaucoup trop de temps, on se rend bien compte qu'il y a une possibilité de s'engouffrer avec ces systèmes dans une relation qui est artificielle. Ouais. D'ailleurs, ça gêne pas du tout mes étudiants quand je leur dis vous parlez avec Lil Makela. Lil Makela, c'est un agent conversationnel sur Twitter qui a 1 million de followers ou même plus maintenant et qui donne des conseils. Bon, non, mes étudiants sont pas gênés. Ils disent on sait qu'il est artificiel, mais pourquoi pas. Donc cette conscience de parler à des choses artificielles, il faut qu'on l'élabore, c'est-à-dire il faut faire comprendre à quoi ça sert, qui sont derrière en fait les gens cachés et invisibles derrière ces systèmes, qui sont là pas de façon neutre du tout, mais pour capturer votre attention le plus possible, comme on le fait dans les réseaux sociaux, on va le faire de la même façon avec la voix, avec des chatbots, des robots, et puis pour vous inciter souvent à des achats ou à regarder des publicités ou à changer d'opinion peut-être politique. Donc ce que vous dites au fond, c'est ne reproduisons pas les erreurs qui ont pu être faites avec les réseaux sociaux ? Oui, je pense que c'est effectivement un des grands risques et d'ailleurs qu'il n'est pas traité, parce que les GAFAM, les Facebook, Google sont conscients de ce qui se passe. On a vu suffisamment d'alertes et d'anciens de ces grandes sociétés qui sont venus témoigner. Donc justement, ils font pas l'antipoison, j'ai l'impression. C'est-à-dire que constatant qu'il y a des dérives, de la parole haineuse, des discriminations, je n'ai pas vu beaucoup arriver l'idée, ou en tout cas suffisamment de recherche pour montrer que là, il y avait un vrai sujet. Ce que je crois dont ils ont pris conscience, c'est que ce serait peut-être un frein économique. Mais en cela, il va falloir qu'on considère quand même qu'il y a pour moi 3 facteurs. Certes, on veut une économie positive et utile pour toute la société, pour les personnes vulnérables, pour développer le plus possible des outils quand on en a besoin. Il faut aussi penser à la dépense sur l'écologie, d'énergie de tous ces objets. On va pas faire des objets juste futiles alors qu'on se rend compte que les ressources sont limitées. Et puis la manipulation, le libre arbitre, votre droit de regard sur vos données, qui en face manipule, où vont, quelles sont les stratégies de ces systèmes. C'est très opaque. Cette invisibilité qui existe actuellement, pour moi, elle est bientôt insoutenable. Nous avons besoin de la rendre plus réelle pour les internautes, pour tous les citoyens. Il faut qu'on comprenne en fait ce que font ces systèmes en face. Alors comment est-ce qu'on peut faire passer le message, et notamment auprès des plus jeunes aujourd'hui ? Alors je pense que c'est extrêmement important effectivement qu'à l'école, les enfants entendent ce message. C'est les premiers à utiliser ces systèmes. Donc moi je suis présidente de la Fondation nationale Blaise Pascal, qui est une fondation de médiation en informatique et en mathématiques. Et on a plus de 4000 engagés dans cette histoire. Moi je suis pas du tout la seule. On est beaucoup à être engagés dans l'idée de donner aux enfants la compréhension que les mathématiques, c'est pas juste des mathématiques, ça explique le monde, et que l'informatique, c'est omniprésent, et que les filles, d'ailleurs, doivent aller sur ces sciences, que l'IA, c'est l'IA et la santé, l'IA et le juridique, etc. Là, par exemple, sur ce qu'on a fait sur les agents conversationnels, sur les enjeux éthiques, on souhaite faire des capsules. Donc, c'est un projet qu'on est en train de monter avec la Maïf, avec d'autres industriels, autour de cette idée de faire passer l'éthique de l'IA aux plus jeunes, avec des capsules, des séries télévisées, et
on devrait aller dans les écoles. Et la Fondation Blaise Pascal a un écosystème de lycées, de collèges qui répondent. C'est-à-dire des professeurs qui sont capables de prendre ces capsules, ces bonnes idées et d'aller en parler à l'école. Il y a d'ailleurs un projet entre l'INRIA et ces lycées qui s'appelle Chiche, qui est là un prof de fac ou de recherche qui vient dans un lycée pour parler de l'espace, de la santé, avec de l'IA et du numérique. Mais sur ces questions, est-ce que vous avez déjà testé la réaction des plus jeunes? Parce que vous citiez tout à l'heure vos étudiants qui se disent on sait que c'est une machine et après tout, so what? Oui, alors moi je donne un cours en fait comme ça à l'université, à la Sorbonne, et de plus en plus ils sont conscients. En fait, il faut les mettre acteurs, non pas seulement leur poser une question parce qu'ils sont habitués à utiliser tous ces systèmes et ils sont garde-fous, mais lorsqu'on leur demande d'élaborer un peu plus et puis d'essayer de comprendre, est-ce que finalement c'est complexe. Moi j'ai fait des espèces de joutes verbales charismatiques là, un peu entre pour ou contre le métavers, pour ou contre des chatbots pour faire parler des parents décédés, etc. Et là, on se rend compte dans cette discussion qu'effectivement, ceux qui étaient totalement pour ou contre, d'un seul coup, ils sont au milieu. Ils se rendent compte qu'il y a des aspects très positifs ou des aspects auxquels ils n'avaient pas pensé du tout. Et du coup, ça devient beaucoup plus concret. Et le fait de leur demander leur opinion et les faire parler, c'est à mon avis un bon moyen de conscience, de leur faire prendre conscience et de leur donner aussi la capacité d'être ambassadeur finalement et de relayer aussi. Ouais. Et les politiques, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre rapport ? Alors les politiques, moi j'étais entourée, donc j'en ai parlé à Renaud Vedel, interministériel, qui est très intéressé par ce genre de rapport, donc sur le numérique, il s'occupe du numérique. Cédrico doit l'avoir reçu aussi. Le ministère de l'Intérieur a dit qu'il allait en faire une copie qu'il donnerait à tous les employés. Donc je pense qu'il y a des relais. Maintenant, on a demandé aussi que ce soit révisé, parce que la technologie des transformers actuellement, qui est en train d'être une vraie rupture sur le traitement automatique des langues, comme j'ai dit, qui donne une capacité d'innovation du langage qu'on n'avait pas avant, eh bien demain, ce sera peut-être les émotions qu'on aura mieux interprétées et qui vont venir modifier encore les choses. Ça sera peut-être dans le métavers. Il faut absolument qu'au moins tous les 2 ans, on se dise, l'éthique, c'est avant tout une science de la compréhension, de la discussion autour de l'éthique, de ce rapport à nos valeurs. Donc, il faut l'appréhender comme quelque chose qui doit être utile partout, tout le temps, et qu'on doit rediscuter, revisiter. On va suivre, nous, en tout cas, tout le groupe qui a travaillé là-dessus, on va suivre. Est-ce que sur l'Europe, il y aura des lois ? Est-ce qu'on aura la même loi qu'en Californie, au moins pour savoir si c'est une machine ou un humain ? Qu'est-ce que la société veut dire sur le deuil avec ces machines ? Je pense que j'aurai l'occasion aussi d'en reparler sûrement dans les médias, mais je pense que les politiques devraient se positionner sur ces sujets. Or, j'entends parler quoi ? D'émigration, de sécurité et d'identité. Je pense que le numérique est un vrai sujet et qu'on n'en entend pas assez parler. L'intelligence artificielle aussi. Il est essentiel en fait que les citoyens soient au courant de ce qui se passe au niveau mondial, en France, en Europe, et que ce soit une élaboration aussi de la société, un débat sociétal. Merci beaucoup Laurence de Villers. Merci à vous. Merci Jérôme.